Bonjour. Avant d'aborder les tenants et aboutissants occultes de cette étrange défaite, il est indispensable de rappeler les véritables relations existant depuis toujours entre les deux plus grands empires de ce temps, la France et l'Angleterre. En deux mots, vous l'avez compris, une guerre larvée poursuivie pendant plus de 2 siècles à grand renfort de coups tordus des deux côtés. Autre forme de rivalité, l'Angleterre combattait tout projet d'Union européenne, quel qu'il soit, surtout avec la France comme leader. Dans ce contexte, elle n'adhérait pas au grand projet d'Union européenne lancé dans les années 1920 par les plus grands cartels d'Europe continentale. Ces deux points seront traités très en détail dans les autres séries traitant des grands enjeux économiques et géopolitiques de cette trahison. Retenons simplement pour l'instant que contrairement à la belle image d'entente cordiale proposée au peuple depuis les années 30, les relations entre les deux ennemis héréditaires, France et Angleterre, et plus largement entre l'Europe continentale et l'Empire britannique, étaient exécrables, même teintées de toute l'hypocrisie diplomatique qu'il convient. C'est donc dans ce contexte de méfiance réciproque entre les deux prétendus alliés qu'au mois de mars 1940, au moment de son arrivée au pouvoir, Paul Reynaud, qui venait d'évincer Édouard Daladier de la présidence du Conseil avec une seule voix de majorité, s'est empressé de proposer à l'Angleterre un pacte imposant à chacun des deux pays de ne jamais signer de paix séparée avec l'Allemagne sans le consentement express de son allié. Ceci sans exiger quoi que ce soit de la part de l'Angleterre, qui jusqu'ici n'avait toujours que très peu réarmé et mobilisé. Initiative à laquelle Édouard Daladier était logiquement totalement opposé, puisqu'elle permettait à l'Angleterre de jouer le même jeu qu'en 1914, lorsque, sous prétexte de ne pas avoir eu le temps de réarmer, elle s'était abstenue d'envoyer immédiatement un corps expéditionnaire conséquent. Rappelons qu'elle n'était réellement intervenue dans la Première Guerre mondiale qu'à la fin de 1916. Au moment de l'attaque allemande, en mai 1940, il ne restait donc pas d'autre solution à ceux qui ne voulaient pas d'une guerre contre le Reich et qui voulaient signer une paix séparée, qu'une trahison militaire pour provoquer ce retournement d'alliance que les partisans d'une Union européenne appelaient de leur vœu, même s'il fallait pour cela que la France se range sous le drapeau fasciste. Ce sont ces enjeux, à la fois européens et impériaux, que nous étudierons en détail dans les prochains films. En attendant, retenons le fait, si l'on veut bien replacer ces enjeux oubliés des théoriciens de l'incompréhensible à leur juste place, la trahison militaire se comprend bien mieux, puisqu'il n'aurait pas été simplement question d'abattre la République pour rejoindre le grand camp des fascistes, mais surtout de construire une unité européenne. Partant de là, voyons quel put être le deal entre les comploteurs français et leur ami Adolphe. En effet, s'il y a bien eu trahison, il y avait forcément complot. On ne se lance pas dans une telle aventure sans donner des limites. Il ne s'agissait pas simplement d'ouvrir la porte à Hitler pour le laisser faire ce qu'il voulait. Il y a forcément eu entente entre lui et les comploteurs avant l'attaque, sur les conditions et les limites de cette collaboration militaire. Et bien sûr, nous n'aurons jamais la preuve formelle des dispositions prises, ce qui ne nous interdit pas de les imaginer, en faisant à nouveau intervenir la plus élémentaire logique. Ainsi, pour ce qui me concerne, et au vu de ce que j'ai pu découvrir au cours de mon enquête, à la fois sur le terrain et dans les coulisses, je pense que le deal devait être celui-ci. D'abord, on laissait Hitler donner un coup de boutoir violent dès les premiers jours à hauteur de la Meuse, de Sedan et de Givet, histoire de déstabiliser Paul Reynaud et sa minuscule majorité politique de va-t-en-guerre. Puis on fonce vers l'ouest, en menaçant à la fois de descendre vers Paris et de couper les armées alliées parties en Belgique de celles restées en France. Pendant ce temps, on
fait agir en sous-main un messager chargé de porter une proposition de paix à Paul Reynaud. Puis, si celui-ci ne cède pas, on continue d'avancer pour aller prendre au piège à Dunkerque le corps expéditionnaire britannique dont on ne devrait faire qu'une bouchée. Pour la plus grande satisfaction des amis français, bien sûr. Enfin, si une fois les Anglais vaincus ou évacués, et les meilleures divisions françaises prisonnières, Paul Reynaud ne veut toujours pas passer le relais à Pétain et ses amis comploteurs, on continue sur Paris. C'est sur ces 5 mouvements successifs que le parti franco-allemand s'est, à mon avis, entendu. Et bien sûr, vous me direz qu'il ne me reste qu'à le démontrer. Je vous invite donc à revenir brièvement sur les événements en tenant compte de ce deal secret entre Hitler et ses amis français. Premier mouvement. Le choc sur la Meuse et le doute qui s'installe dans l'esprit de Reynaud. Il entend les témoignages de Gamelin et de Daladier, et voici que peu à peu, il prend conscience qu'il peut y avoir une trahison. En effet, contrairement à ce que prétend imposer la logique du Blitzkrieg, la France n'était pas peuplée que d'idiots. Chacun s'est très vite rendu compte qu'il n'était pas vraiment normal que 3 divisions reculent épouvantées devant quelques chars fantômes et 50 fantassins. Ou encore qu'on avait oublié une division cuirassée sans essence et sans munitions à l'avant du front. Quand même, faut pas exagérer. Donc une fois le choc digéré, et puisque Reynaud et Gamelin refusent toujours de céder, on sabote la ligne d'Île. Voici toutes les armées du Nord empêtrées dans une pagaille épouvantable qui vont mettre 3 jours pour se rétablir en bon ordre sur l'Escaut. Non pas vaincus, non pas en retraite, poussées par von Bock, mais simplement déplacées. Le problème est qu'elles ont été obligées d'abandonner presque tous leurs canons. Canons que vont bien sûr récupérer les Allemands. Donc, deuxième coup dur. À ce moment, nous sommes environ le 16 mai. Il s'agit maintenant de s'attaquer à la nouvelle ligne de front, établie par Gamelin entre Valenciennes et Amiens. Le plan numéro 3. Seulement là, c'est un peu risqué, parce qu'une ligne d'eau ne se franchit pas comme ça. Encore une fois, cela demande du temps, une préparation d'artillerie, des combats acharnés, etc. Alors voici qu'interviennent 2 faits dont nous n'avons pas encore parlé. D'abord, le 18 mai. Les comploteurs qui entourent Pétain et Paul Reynaud intriguent pour que ce dernier enlève son poste de ministre de la guerre à Daladier. Une fois Daladier évincé, la position de Gamelin est fragilisée. Et au soir du 19 mai, c'est-à-dire après qu'il ait donné l'ordre de contre-attaque qui devait enfin permettre de stopper les colonnes du Blitzkrieg, il est limogé et remplacé par Weygand, anti-républicain notoire. Le calcul de Paul Reynaud est évident. Il pense, sous l'influence de Pétain, que, en tant que membre influent de la cagoule, Pétain et Weygand sauront remettre de l'ordre dans l'armée et en finir avec ces trahisons en série qui, depuis maintenant 10 jours, ne cessent de saboter les efforts des généraux républicains pour redresser la situation. Et dans ce contexte de trahison, on comprend évidemment mieux pourquoi Paul Reynaud a fait intervenir 2 anti-républicains déclarés pour sauver la République. Un jeu de dupes, bien sûr. Mais la seule chance qui lui restait, car il fallait absolument que le plan Gamelin, numéro 4, réussisse. Qu'aucune trahison ne vienne le contrecarrer. Dans le même temps, côté allemand, Göring, représentant des cartels allemands, expédie le 15 mai à Paris un autre membre des cartels européens, le très serviable industriel et diplomate Raoul Nordling, afin qu'il apporte à Paul Reynaud une proposition de paix immédiate. Nordling arrive à Paris le 18 mai, Reynaud le fait poireauter pendant 2 jours, avant de le recevoir le 20 mai. Et finalement, refuse la proposition de Göring.
Ce jour-là, il pense que Weygand va immédiatement appliquer le plan numéro 4, donc que la victoire est encore possible. Second élément qu'il est temps d'évoquer. Les mystérieux ordres d'arrêt d'Hitler entre le 17 et le 18 mai, qui ont interrogé tant d'historiens. En effet, le 17 mai, Hitler a stoppé ses généraux fonceurs devant la ligne de front française. Ils ont donc attendu 2 jours, l'arme au pied, devant Saint-Quentin et Cambrai, que Reynaud se décide à capituler. Et la concordance entre les deux faits est évidente. Une fois que Reynaud a refusé la capitulation, les comploteurs n'ont plus le choix. Il faut accentuer encore la pression. Les généraux français vont donc ouvrir la voie. Premièrement, à hauteur de Saint-Quentin, où la 18e division d'infanterie légère ne prend pas ses positions, tandis qu'un régiment de chars lourds abandonne les siennes pour se retirer en 3e ligne. Deuxièmement, à hauteur de Cambrai, où Rommel verra également le front s'ouvrir devant lui et pourra utiliser des ponts qu'on aura miraculeusement oublié de faire sauter. Dans le même temps, sans doute averti par son 6e sens légendaire, Hitler autorise Guderian et Rommel à avancer et la ligne est franchie dans la journée. Puis, dans la nuit, le général Georges finit d'ouvrir la brèche par son ordre numéro 102, qui intime à toutes les forces, qui bloque toujours le corridor des Panzers à hauteur de Saint-Quentin et Cambrai, de s'écarter au nord et au sud. Du coup, tout le monde est content. Weygand va pouvoir terminer de saboter le plan numéro 4, ce qu'il fera en maintenant les troupes françaises quasi immobiles jusqu'au 25 mai. Résultat, les Allemands vont pouvoir encercler les forces alliées en Belgique, puis le corps expéditionnaire britannique va rembarquer à Dunkerque. Du coup, plus rien ne s'oppose à ce qu'on signe rapidement cette paix séparée que tout le monde souhaite depuis si longtemps. Sachant que Pétain était, pendant ces jours sombres, en relation constante avec l'ambassadeur d'Espagne, qui transmettait directement les informations obtenues à Berlin, on se demande où est le mystère en tout cela. En tout cas, la relation entre les différentes trahisons sur le terrain et les tractations secrètes est établie. Proposition évidemment inaudible à tous ceux qui ne tiennent aucun compte des archives de la bataille depuis 20 ans et continuent à nier avec obstination qu'il y a eu trahison. En réalité, la boucle est bouclée. Vous constatez que quel que soit le point de vue adopté, militaire ou politique, les faits sont parfaitement liés entre eux et l'image du puzzle commence à nettement apparaître. Ce qui nous amène à la question qui, depuis 10 ans, me mobilise. Celle qui se pose à chacun de nous. Ce mensonge, orchestré par tous les États démocratiques et propagé par les plus hautes instances politiques, militaires, universitaires et médiatiques, est-il la bonne réponse à apporter au peuple du monde victime de ce siècle de barbarie? Est-ce vraiment pour mon bien qu'on me vole mon héritage? Et sinon, quels intérêts ce secret de famille est-il censé protéger? Ce sont autant de questions auxquelles nous répondrons ensemble dans les prochains films traitant des aspects géopolitiques et économiques de ce XXe siècle qui fut le plus sanglant de l'histoire humaine. Donc, à bientôt, peut-être, si les grands censeurs nous laissent la parole.